Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus. On est ravis de vous retrouver. On était dans les derniers réglages techniques, mais j'ai l'impression que tout fonctionne. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve ce soir avec Thomas. Salut Thomas. Salut Gabin, salut Laurie qui est à côté ou derrière ou pas loin. Et bonjour à chacune et chacun qui nous rejoignent. Merci à vous de votre amitié, confiance, fidélité pour beaucoup. Ravi de cette première rencontre de la saison. Et oui, c'est vrai que c'est un peu la première soirée d'échange de l'année. Bonsoir à tous. Je vois passer les messages dans le chat. Merci, c'est très, très chaleureux. Bonsoir France. Bonsoir Hélène. Oui. Bonsoir Diane. Salut Jean-Luc de Lozère. On espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes en forme et que cette période de rentrée se passe bien pour vous. C'est peut-être un peu sportif, parfois les périodes de rentrée, il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent. On est ravis en tout cas d'avoir un moment avec vous, avec Thomas, pour évoquer ensemble ce thème qui nous est très cher. Ce thème, réenchanter le monde, apprendre à mettre le meilleur de soi au service de tous. Si vous suivez le travail de Thomas notamment, c'est vraiment une notion qui est présente depuis de très nombreuses années. Tu parles souvent d'intériorité citoyenne, donc on est vraiment ravis d'avoir la chance d'évoquer ce sujet-là, de prendre en tout cas un peu plus on sera ensemble pendant environ 1h30, et d'avoir à la fois un petit moment de présentation avec toi, et puis de pouvoir également répondre aux questions que vous nous avez envoyées. Et puis on verra selon le timing si on a également l'occasion de prendre quelques questions ce soir. En tout cas, on a déjà reçu beaucoup de questions en amont. On vous remercie pour ces partages-là. Et on est ravis d'avoir l'occasion d'aller en profondeur dans ce thème. Oui, j'étais très touché de voir les questions que vous posiez, vous posiez, que vous me posez, très très touché de la confiance que ça indique vis-à-vis du travail que nous pouvons faire ensemble, vraiment très honoré de ça. Et alors avec évidemment beaucoup de modestie, je vais vous partager ce que je ressens par rapport à ça, en espérant que ça puisse nourrir vos intuitions et votre progression vous-même dans cette aventure qu'est la vie. Donc ce soir, on est ensemble pendant environ 1h30 et la soirée est enregistrée. Donc si tout se passe bien, le replay sera disponible dans quelques jours. Donc si vous êtes avec nous là en début de soirée et que vous devez nous quitter, vous aurez l'occasion de retrouver le replay. On vous enverra un mail quand il sera prêt. Et puis s'il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route ou qui nous rejoignent dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois avec ce replay, on vous souhaite la bienvenue. Alors, on avait envie de vous présenter un petit peu le programme du soir, vous expliquer un peu comment on a imaginé cette soirée. Ce qu'on vous propose pour démarrer, c'est un petit temps d'introduction avec Thomas. C'est un thème que Thomas aborde très régulièrement. Donc l'idée, c'est peut-être d'avoir un temps comme ça pour avoir un peu une vue d'ensemble. Qu'est-ce qu'on entend par réenchanter le monde? Qu'est-ce que c'est que apprendre à mettre le meilleur de soi au service de tous? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et puis ensuite, on prendra les questions que vous nous avez partagées, des questions au départ un peu générales qui vont nous permettre de continuer cette introduction du thème. Ensuite, on a reçu des questions sous le thème « Comment découvrir le meilleur de soi ?» Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à reconnaître ça en soi et puis ensuite peut-être à l'exprimer. Comment réenchanter le monde sans s'épuiser? Ça, on a reçu beaucoup de questions par rapport à ça et on est très touchés pour être depuis de nombreuses années dans des milieux, dans des environnements dans lesquels les gens s'impliquent ou s'engagent pour justement contribuer aux autres ou au monde qui les entoure. C'est souvent une question qui revient, donc on est ravis d'avoir l'occasion de l'évoquer. Nous allons également parler de comment réenchanter le monde professionnel dans les environnements dans lesquels vous êtes ou peut-être dans les périodes aussi de transition qui peuvent parfois jalonner notre vie professionnelle. On a reçu des questions par rapport à ça. Et pour terminer, comment réenchanter des systèmes qui nous paraissent parfois dysfonctionnels, des systèmes économiques, politiques, éducatifs, de santé, etc. C'est vraiment un des grands enjeux, je pense, du monde d'aujourd'hui et du monde de demain. Et au-delà du travail de Thomas, je sais que le travail de Marshall Rosenberg, qui était le fondateur de la CNV, s'inscrivait également tout à fait dans cette démarche. Donc on est également ravis d'avoir l'occasion d'élargir cette perspective avec les systèmes dans lesquels on évolue et qui nous entourent. Et pour terminer, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, ça ce sera la toute dernière partie de la soirée, on vous donnera quelques informations sur un
parcours de 9 mois, un parcours de formation de 9 mois qui démarre là au cours du mois de septembre, qui se lancera tout début octobre, qui s'appelle le parcours ICI. C'est la deuxième année qu'on va le mettre en place. On l'a expérimenté l'année dernière avec un groupe de personnes un peu d'explorateurs, de pionniers qui nous ont fait confiance pour cette première année. On est vraiment ravis de cette expérience et donc on avait le goût de la reproposer. Donc il y a déjà des personnes qui sont inscrites pour ce parcours-là. On vous en dira quelques mots pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin. Le lien, c'est que ce parcours ici s'inscrit vraiment dans les questions qu'on va aborder ce soir et permet de les travailler sur le temps long pendant 9 mois. Donc c'est pour ça qu'on vous propose de vous en dire quelques mots. Voilà un petit peu pour le programme du soir. Est-ce que ça vous va? Ça va Thomas, ça te va? Ça me va très bien, merci pour la présentation. Merci. Et donc, merci à chacune et chacun d'être là. Je vois que il y a un petit compteur, en tout cas sur mon écran, qui indique que nous sommes bientôt 350 dans cette rencontre. Merci à vous. Je suis très, très honoré de cette amitié, confiance, je vous le redis, du fond du cœur, pour ouvrir cette saison, cet automne, sur ce thème qui, Gabin l'a rappelé, me tient vraiment profondément à cœur à travers mon travail. Ça fait, vous le savez, une trentaine d'années que j'enseigne cet outil de la connaissance de soi qu'est la communication non violente, et qui va bien au-delà de ce que l'appellation nous laisse entendre. Lorsqu'on entend les mots communication non violente, on a l'impression que c'est un outil assez horizontal pour mieux dire ce qu'il y a à dire et mieux écouter ce que l'autre tente de nous dire parfois de façon maladroite. Et donc on pense surtout à cette horizontalité de la communication verbale. Et c'est pas faux. Bien sûr que ça va nous aider considérablement à améliorer ces deux axes-là horizontalement. Toutefois, pour arriver à dire ce que j'ai à dire d'une façon qui soit audible par l'autre et qui suscite le goût de collaborer, de co-construire, de coopérer, alors même que ce que nous ressentons est un bouillonnement d'humeur qui fait qu'on a plutôt envie d'envoyer son poing dans la tronche de l'autre, eh bien, ça demande un ancrage en soi, un discernement, une capacité à redescendre dans un endroit de nous qui est en paix à travers les circonstances. Et ça demande également un éveil de conscience, un discernement pour réaliser si je m'adresse comme ça, vraiment je casse la relation ou je l'abîme. Il va me falloir beaucoup d'énergie pour réparer les morceaux. Et donc j'apprends ce recul et cet éveil de conscience pour traiter les choses autrement. Et avec cette capacité à élever sa conscience, nous pouvons recevoir davantage de discernement, de clarté, vous l'appellerez comme vous voulez, cette façon de percevoir que nous habitons un univers qui est vaste et qui était là bien avant nous, on y reviendra. C'est un des premiers axes à développer, donc l'ancrage en soi. Mais de l'autre côté, pour arriver à écouter l'autre et être attentif à ce que l'autre vit derrière ce qu'il ou elle dit, et qui peut être dit maladroitement, parfois même de façon agressive, et rester là, disponible, bienveillant, à l'écoute, vous l'aurez perçu, personnellement, si on a l'impression que l'autre est habité par l'envie de nous envoyer son poing dans notre tronche à nous, ça demande de l'ancrage, ça demande de l'enracinement, ça demande d'avoir travaillé sur qui je suis vraiment, quel est mon être profond, au-delà de l'ego qui lui aurait peut-être vite réglé l'affaire de façon agressive, et ça demande de nouveau un éveil de conscience, un discernement, une capacité à voir au-delà de l'immédiat, l'au-delà de l'immédiat. Et donc ça, c'est pas un petit travail qui se fait comme ça de minute en minute, il faut, ça demande une implication, un jardinage, et pour pouvoir nourrir cet état d'ouverture, d'ancrage, d'accueil, j'ai pu voir dans mon travail combien la capacité à s'enchanter d'être vivant est porteuse et nourrissante, inspirante. Et il se fait que nos systèmes éducatifs, malgré leurs bonnes intentions, la plupart du temps, ne nous ont guère éduqués, éveillés à l'enchantement. Malheureusement, les systèmes éducatifs sont souvent très très contraignants. Nous avons appris à nous asseoir, à ne pas bouger, à ingurgiter et à laisser les autres prendre des décisions pour nous. Et donc, ça nous rend les choses difficiles. Nous avons besoin d'apprendre à réaliser que nous appartenons à plus vaste que nous, que le sens de la vie est de co-créer ce bel univers qui est arrivé et qui nous est offert, et que nous avons une part à prendre dans cette co-création. Et que c'est ça qui peut être la sensation d'enchantement
c'est la sensation de contribuer, même de façon extrêmement menue. J'apporte ce que je suis, j'apporte ma couleur, j'apporte ma délicatesse, j'apporte ma fragilité, j'apporte ma force, ma puissance, si c'est le cas, j'apporte mon humour, ma délicatesse ou ma rationalité et ma rigueur. Tout est bienvenu. L'univers a besoin de toutes les couleurs pour se tenir, j'en suis convaincu. Et donc, l'enchantement naît de sentir que j'appartiens à quelque chose de plus vaste et je peux y apporter ma contribution, même si elle est infime et très très menue, et ça va aider quelque chose, ne serait-ce que pour moi-même être mieux, être dans un endroit où je suis content de faire ce que je suis en train de faire. On y reviendra quand on travaillera les enjeux de travailler dans des structures qui sont souvent très violentes et très déconnectées et très speedées. Qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Je vais faire ce que je peux faire pour apporter du mieux. Voilà le petit propos d'introduction que je voulais vous partager pour pouvoir avoir une notion assez concrète de l'enchantement. Il ne s'agit pas d'un monde bisounours où tout le monde est beau et gentil, on s'embrasse et nous rêvons sans doute un peu tous de ça, mais d'être très conscient qu'il y a de la contrainte, il y a de la vulgarité, il y a de la platitude, il y a de l'agressivité, ça fait partie du monde et cependant, à travers ça, nous pouvons forger une capacité à apporter une autre couleur. Et c'est une source de grande joie de sentir que je peux créer cela, même si c'est très modeste. Je vous donne un exemple simple. Vous pouvez accueillir la tablée des enfants le soir en étant bougonneuse ou bougonneux de votre journée, tendu, agacé, énervé. Et les enfants le sentent, ils n'ont pas envie de descendre à table. Ils restent dans leur tablette parce que là, au moins, il n'y a pas d'engueulade ou pas de ronchonnade. Et comme ils arrivent en retard, vous ronchonnez encore plus et toute la soirée s'en ressent, évidemment. Vous avez malheureusement contribué à saccager le climat familial. Alors, je dis pas que préparer le repas, accueillir les enfants est disponible, soit facile tous les jours. Ce que je dis, c'est que ça demande un peu de recul au moment où on a le projet de faire la tablée familiale, de préparer le repas, de faire le tri de ce qui se passe en soi et d'avoir cette hygiène de conscience, de faire une douche psychique. Ceux qui ont déjà travaillé avec moi connaissent cette expression. Je m'arrête pour discerner qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, qu'est-ce que j'honore, qu'est-ce que je chéris, qu'est-ce qui m'a fait plaisir. Et j'écoute aussi qu'est-ce qui m'a agacé, qu'est-ce qui m'a énervé, qu'est-ce qui m'a épuisé, de quoi ai-je complètement ras-le-bol. Je fais le point intérieur pour être consciente. Au-delà de ça, que je traiterai demain, et je prends l'engagement de prendre les bonnes dispositions pour changer les choses que je souhaite changer, il y a également le fait de prendre soin de moi. J'aurais voulu avoir du temps pour mon yoga ou pour ma piscine, aller nager ou pour mon jogging. Je prends du temps pour honorer cette partie de moi qui aurait tant voulu avoir un petit espace entre la journée et la vie familiale. Je prends du temps pour honorer ça parce que je sais que je n'ai pas le temps de le faire. Donc, j'ai pas le temps de le faire, mais j'ai le temps de reconnaître que j'aimerais le faire. Et le fait de reconnaître cette partie de moi qui est vivante, cela apporte de la douceur, cela apporte de l'empathie, ça pacifie, ça recueille. Je cueille et recueille les morceaux de moi-même. Il y a le travail, les tensions, les autres, etc. Il y a ce que j'aimerais faire pour moi-même, rien que pour moi. Je l'honore. Et puis, il y a le retour en famille, si c'est le cas, avec conjoint, conjointe et enfant, le cas échéant. Et je me relie à ce moment-là à mon élan d'amour. J'ai choisi d'être en couple si c'est le cas, hein, pour ceux qui sont en couple. J'ai choisi d'avoir des enfants si c'est le cas de nouveau pour ceux qui ont des enfants. Eh bien, je me relie à ce tressaillement d'amour qui a vers ça. Et donc, je suis habité du sens de ce que je fais si je prépare une tablée, si je mets le couvert et prépare un repas. Je suis habité du sens de ce que je fais. C'est ça l'enchantement. Oui, c'est pas un truc flyé. C'est savoir pourquoi je fais les choses et être habitué du sens de ce que je fais. Nous aurons l'occasion d'étayer ça dans le reste de notre soirée. Voilà le petit propos de présentation sur comment nous pouvons, là où nous sommes, avec les moyens, je le redis, parfois extrêmement menus, apporter de l'enchantement dans le moment précis que nous sommes en train de vivre dans l'instant. Je repasse l'antenne à Gad. Merci beaucoup Thomas pour ces premiers éléments. Effectivement, je pense qu'il y a certains dans lesquels on va retourner ou on ira plus en détail avec les questions que vous nous avez partagées. Et je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Je vois qu'il y a des personnes qui nous suivent qui nous rejoignent depuis l'Uruguay, oui. L'Uruguay, le Canada. Et de notre côté là,
De mon côté, la connexion est bonne. Donc, ce que disait Laurie dans le chat, si vous avez des difficultés de connexion, n'hésitez pas soit à rafraîchir la page, soit nous, au niveau du replay, ça devrait être bien fluide également. Super. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, donc, c'est de prendre les questions que vous nous avez partagées en amont de la soirée qu'on a pu organiser en cinq rubriques. Et donc, la première rubrique, ce sont des questions un peu générales d'introduction qui vont nous permettre d'affiner encore plus, de rentrer tranquillement dans ce thème. La première question donc, vient de Françoise. Dans le titre du thème, j'entends que le monde était enchanté, la joie étant à l'origine. Qu'est-ce qui a changé et comment pouvons-nous contribuer au réenchantement du monde qui nous entoure? Merci Françoise. C'est comme ça que je démarre la conférence sur ce thème, quand j'anime la conférence éponyme, réenchanter le monde, mettre le meilleur de soi au service de tous. Eh bien, je démarre en disant, dans la proposition, il y a une question. Le monde aurait-il été enchanté? Et aurions-nous loupé ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce que j'observe simplement depuis des années et des années, c'est que nous sommes nombreux, et j'en suis, à porter en nous, à l'intime de nous, une nostalgie de l'enchantement. Comme si une partie de nous savait que ça avait été mieux avant, ou ailleurs, en tout cas autrement. Et que c'est pas pour ce qu'on voit là que nous sommes venus. Et donc, c'est en partant de cette observation à l'intime de moi qui m'a mise en mouvement. Certains m'ont déjà entendu dire ça. J'étais plutôt joyeux en compagnie avec les copains, les sorties, les soirées. J'aime la fête, j'adore danser, etc. Retrouver les uns les autres. Mais quand je rentrais dans mon appartement de célibataire à l'époque, eh bien, je me retrouvais triste et la couleur de cette tristesse était nostalgique. Il manquait quelque chose. Et c'est ce qui m'a amené en thérapie en disant on n'est pas sur Terre pour être triste et traîner une espèce de paquet de nostalgie lourde derrière soi. On est sur Terre pour être joyeux. J'en ai l'intime conviction. Qu'est-ce qui empêche ça? Et donc, étant devenu thérapeute, j'ai pu accompagner beaucoup de personnes qui cherchent du sens et du sens joyeux à leur vie. Et c'est ainsi que je me dis, si nous sommes si nombreux à chercher du sens et du sens joyeux dans la vie, c'est que quelque chose nous a empêchés de le sentir, alors que c'est là notre vraie nature. Si nous le cherchons, c'est que ça nous parle profondément. Nous cherchons l'enchantement, mais c'est pas par hasard. C'est que c'est notre nature que nous cherchons. Nous cherchons à ressentir profondément ce que c'est que d'être vivant, de participer à la vie, d'être un élément du grand processus vivant. Nous cherchons ce tressaillement. Et beaucoup d'entre nous le connaissons par moments. Vous créez quelque chose, ne serait-ce qu'avec de la plasticine, de la terre glaise, un petit objet rigolo. À un moment, vous tressaillez de joie. A fortiori, si vous êtes devenu un artiste et que vous en faites votre métier, vous tressaillez. Un enfant qui gribouille des choses avec des crayons de couleur ou des pastels s'amuse et dans la joie. Et vous-même, si vous êtes artiste et que vous allez un peu plus loin, vous aurez senti du tressaillement à créer, à vous dire, tiens, ça sort de moi, ça se passe. Si vous aimez la musique ou le chant ou que vous découvrez un talent, vous sentez une expansion. Toutes les personnes qui ont découvert un art, un talent, une capacité, se sont émus souvent, et j'en rencontre beaucoup dans mon travail, qui réalisent qu'ils ont du talent et ils n'avaient pas vu. Eh bien, ce tressaillement de joie indique que c'est là notre vraie nature. Et pour d'autres, ce sera dans le fait d'avoir marché en forêt ou en montagne ou le long de la mer et d'avoir dormi sous les étoiles après 2-3 jours de randonnée et d'avoir tressailli de jubilation d'être là dans cet instant à vivre cela. Comme si tout d'un coup, je me retrouve, c'est ça que je suis cela qui vibre de joie. Et donc c'est pas un truc flyé, c'est une expérience que beaucoup de gens ont faite. Et ça se retrouve aussi dans des choses plus quotidiennes que la tablée de bons amis où on rit et on a de l'humour, on se rappelle de bons souvenirs, on fait des projets ensemble. Ça soude dans la joie, dans la légèreté, dans l'humeur taquine et enjouée que l'on peut goûter comme ça. Ce sont des moments tellement fondateurs. Pourquoi? Mais parce que c'est notre vraie nature que de vivre ça. J'en suis absolument convaincu. Alors, qu'est-ce qui fait que depuis l'enfance, nous ne sommes pas d'emblée dans ces climats-là? Eh bien, j'observe beaucoup les enfants. J'ai observé les miens. J'ai 3 filles qui sont des adultes maintenant. L'enfant est plutôt joyeux par nature.
Alors il est triste s'il a perdu ou cassé son jouet, si son copain ou sa copine ne lui parle plus, et s'il s'est chamaillé avec son frère, sa sœur ou son cousin. C'est clair, il y a des humeurs, ou s'il a faim ou qu'il est fatigué. C'est clair, évidemment, pas d'angélisme, il y a des moments où la vie est moins commode, mais principe, les enfants sont joyeux et cherchent à découvrir la vie, à courir de choses nouvelles en choses nouvelles, avec beaucoup, beaucoup de curiosité et de goût d'apprendre. Et cependant, j'y reviens, le système éducatif, la plupart du temps, à cet enfant joyeux qui veut courir en mettant la main à tout, on lui dit tu t'arrêtes, tu t'assieds, tu bouges pas, et tu ingurgites et tu rendras à l'identique ce que tu as appris. Mon Dieu, quel appauvrissement! C'est vraiment un génocide de la créativité, de la sensibilité, de la capacité à porter sa couleur, à se remettre en question, à jouer avec les choses. Et donc, nous nous désenchantons. Nous nous désenchantons. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes assis des heures durant dans un bureau devant un écran à faire des choses répétitives. Et juste avant et juste après, nous sommes assis des heures durant dans une voiture ou dans un transport en commun à attendre d'arriver au bon endroit. Et nous sommes assis attendant d'avoir tout d'un coup un week-end au bout du tunnel et tout d'un coup 2 semaines ou 3 semaines de vacances au bout d'une longue année pénible. Et nous sommes désenchantés pour la plupart du temps. Ça nous appartient. Ça nous appartient de transformer ça petit à petit, petit à petit. On ne va pas changer le monde, on va changer notre petite façon à nous de vivre ce monde, d'y habiter. Comment habiter le monde avec davantage de poésie, de charme, de légèreté, de bonhomie. C'est ça que nous pouvons petit à petit apprendre à faire. Voilà, une longue réponse, Françoise, pour votre question. Effectivement, je pense que le sens de la vie est de retrouver cet enchantement. On pourrait approfondir un petit peu l'origine de l'enchantement. On aura peut-être l'occasion de le faire davantage. Et sinon, je réserve ça pour une conférence sur l'enchantement. Merci. Merci Thomas et merci Françoise pour cette première question. La question suivante nous vient de Denis. En quoi le travail sur soi peut-il apporter un changement sociétal positif? Quelles sont les premières étapes pour aligner nos aspirations profondes avec nos actions quotidiennes? Denis. Merci Denis. La réponse peut en partie se trouver dans cette petite boutade. Ce n'est pas qu'une boutade d'ailleurs, c'est simplement ceci. Si vous êtes fatigué, vous êtes fatigant. Si vous êtes stressé, vous êtes stressant. Si vous êtes angoissé, vous êtes angoissant. Eh bien, vous avez la clé. Si vous êtes pacifié, vous êtes pacifiant. Si vous avez travaillé la confiance en vous et en la vie, vous êtes quelqu'un qui rend les gens dans la confiance. Si vous savez vous émerveiller, vous tenez des propos et une façon d'être au monde qui est émerveillante. Si vous êtes inspiré, eh bien, vous êtes inspirante, évidemment. Et donc, le travail sur soi permet cela. Alors, évidemment, de nouveau, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a des moments stressants, il y a des moments où on a des angoisses, il y a des moments où peut-être on passe par un moment de dépression, de ras-le-bol complet. Je connais bien ça, j'ai bien vécu tout ça. Et il m'arrive encore d'avoir des moments de ras-le-bol et d'avoir envoyé l'envie de faire tout péter. Ça m'arrive. Mais j'ai juste appris à gérer cela. Ça s'apprend, vous voyez, pour pouvoir retrouver petit à petit, cette lame de fond en nous, au-delà des couches de surface. Si on prend l'image d'un lac ou d'une mer, la surface est vite agitée par le moindre souffle, les circonstances, les émotions, l'action-réaction. Mais nous avons besoin d'apprendre à descendre dans un courant de fond qui est au-delà de cette agitation et qui est paisible, qui est posé et qui va tranquillement se rendre vers là où nous voulons aller. Ce que j'appelle le fil rouge à l'intérieur de soi-même. C'est ça que nous pouvons apprendre à faire petit à petit. Et c'est en ça que le travail sur soi a un impact sur la vie sociétale. C'est ce que j'ai développé dans mon bouquin du jeu au nous, l'intériorité citoyenne. Notre vie intérieure ne regarde pas que nous, elle conditionne et même commande, féconde notre vie sociale. Elle devrait, je souhaiterais que des clés d'intériorité, des propositions d'intériorité, de travail, de rituels. Le mot travail peut faire peur, hein, mais nous avons tous travaillé.
Si vous êtes là devant l'ordinateur, c'est que vous avez appris à ouvrir un ordinateur. Et si vous avez pu vous acheter un ordinateur, c'est que vous avez appris à gagner votre vie, vous avez appris des techniques, des métiers, etc. Vous avez appris à conduire une voiture, peut-être à des langues étrangères, des sports, du sport, etc. Nous avons fait toutes sortes d'apprentissages avec un certain travail. Et donc, voyons ça comme une clé d'apprentissage. Nous avons besoin donc depuis l'enfance de travailler à ce discernement, à creuser ou créer cette caisse de résonance intérieure dont je suis convaincu que nous l'avons tous. Elle demande juste à être ouverte pour pouvoir entendre le chant du monde à l'intérieur de nous et non ne plus être pris par l'étroitesse de système de pensée qui prévaut dans la culture d'aujourd'hui, extrêmement matériel, extrêmement limité et très arrêté à l'immédiateté et très pauvre finalement, en complètement de vision. Voilà, souvent nous sommes nostalgiques de populations qui vivent de façon traditionnelle, reliées beaucoup plus à la terre, au cycle des saisons, etc. Eh bien, nous avons cette capacité de nous relier à ce qui est prévalu de tout temps, et qui n'est donc pas sujet au mode. Ce qui est sujet au mode se démode et perd sa valeur. Nous avons besoin d'être au-delà. Quelle est la partie de moi qui traverse les intempéries et les circonstances et qui reste dans une stabilité à travers les secousses? C'est ça que nous pouvons apprendre à faire et je suis convaincu que c'est bien au-delà de ce qu'on appelle du développement dit personnel. C'est ce que j'appelle du développement social durable qui démarre dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci beaucoup Denis pour la question. Merci beaucoup Thomas, merci Denis. On s'intéresse maintenant aux questions « Comment découvrir le meilleur de soi ?» On a reçu quelques-unes. Alors, les deux premières questions nous viennent de Céline et de Aude. Comment peut-on trouver ce qu'il y a en soi qui pourrait enchanter le monde quand on a l'impression de ne pas avoir de talent particulier? Que peut-on alors apporter? Céline. Et comment trouver ce que l'on a de meilleur en soi pour pouvoir le partager aux autres? Aude. Merci à toutes les deux. Il y aurait beaucoup de choses à dire, bien sûr, dans le cadre que nous avons là. Peut-être ça peut paraître assez sommaire, mais je nous propose, pour répondre à Céline d'abord, de d'abord s'enchanter soi avant d'essayer d'enchanter le monde. Ce qui enchantera le monde, c'est votre capacité à être enchanté. Vous serez enchanteuse si vous êtes enchanté. C'est ça. Et c'est contagieux, l'état d'enchantement. Quelqu'un qui sait s'émerveiller crée une sorte de sillage d'émerveillement. Vous l'aurez sans doute perçu, il y a des personnes qui sont enthousiastes, qui vous parlent avec goût, avec chaleur des choses, de leurs expériences de vie qui sont très, j'aime pas trop le mot positif parce que c'est pas du positivisme, mais qui ont une capacité à vibrer à ce que la vie leur apporte. Eh bien, ces personnes, on a souvent le goût d'être avec elles, de les écouter, de compagnonner, si je peux inventer le mot, avec ce genre de personnes-là. C'est inspirant, vous voyez. Et donc, plutôt que de chercher comment enchanter le monde, je vous inviterai à sentir de plus en plus finement qu'est-ce qui vous enchante vous, qu'est-ce qui crée de l'enchantement, à quoi tressaillez-vous, qu'est-ce qui, à l'occasion, vous dit tiens, ça j'aime, ça a du sens, ça goûte. En Belgique, belge, vous savez, on dit ça goûte bon. J'adore cette expression, ça goûte bon. Ça a bon goût. Et ouais, c'est complet, vous voyez, ça sent bon, ça a un parfum, ça a une teneur, ça a une texture, et ça peut être de la musique, ça peut être du chant, ça peut être de la marche en forêt, ça peut être de la méditation, ça peut être de l'exercice physique, du jogging, enfin peu importe, de la peinture, de la lecture, de l'écriture. Qu'est-ce qui fait sens? Donnez-vous des moments d'enchantement, parce que c'est extrêmement contagieux intérieurement. Si vous savez vous enchanter ne fût-ce que 10 minutes dans la journée, en faisant une petite chose qui vous tient à cœur, qui vous aime, vous allez voir que ça va vous donner le goût de vivre chaque chose comme ça, que vous pourrez peut-être même vous brosser les dents dans un état d'enchantement, dans la conscience, tiens, je brosse les dents à un être vivant. Et réalisez que c'est donc bien que vous êtes en vie et que la vie vaut la peine puisque vous êtes en train de prendre soin, de chérir et de soigner votre
hygiène de vie bien sûr, mais aussi votre attitude par rapport aux autres. Et donc tout peut devenir un espace d'enchantement. Lavez-vous les mains dans la conscience que c'est juste absolument fabuleux d'ouvrir un robinet et d'avoir de l'eau courante, quoi. C'est qui peut dire ça sur la planète? Pas beaucoup de personnes, si bien sûr, mais pas beaucoup, pas tout le monde en tout cas. Et ceux qui ont voyagé en randonnée, etc., ou marché dans le désert, ce qui m'est arrivé tant de fois, et qui retrouvent un robinet, c'est un moment d'émerveillement. Ouvrir un robinet, mais c'est dingue. Prendre une douche, même si elle est glacée, c'est extraordinaire. Vous voyez, donc ne nous laissons pas piéger par l'habitude qui étouffe, qui anesthésie. Tentons d'ouvrir notre cœur, notre esprit, à être très attentifs à toutes les merveilles qui sont dans nos mains, à portée de doigt, et qui ne demandent pas de partir au bout du monde à grands frais. C'est juste là. Voilà comment nous pouvons, en tout cas, réapprendre à nous enchanter, nous, Céline. Comment trouver ce qu'on a de meilleur en soi pour pouvoir le partager aux autres? Merci, Aude. En le cherchant. Comment trouver le meilleur en le cherchant, en vous interrogeant, tiens, quel est le meilleur en moi? Qu'est-ce que j'ai de meilleur à offrir? Quelles sont ces merveilleuses qualités que l'univers, la vie, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, m'aura prodiguées et que peut-être, si vous posez la question, je ne connais pas encore. Comment est-ce que je peux me reconnaître de belles et bonnes qualités? Et observez votre parcours, ce qui vous a fait tressaillir jusqu'ici. Je reprends ce mot parce que c'est un mot très important pour moi, le tressaillement de la vie, la vibration. C'est ce qui nous indique que ça va par là. Eh bien, remontez un peu dans votre enfance, dans votre histoire. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'être en vie? Qu'en faites-vous aujourd'hui? Est-ce que vous continuez à tressaillir des choses qui vous émouvaient quand vous aviez 8, 10, 12, 13 ans? Est-ce que vous pourriez remettre en place des choses semblables qui vous donnent le goût de ressentir l'élan de vie et derrière ça le meilleur de vous, une délicatesse, une sensibilité, un humour, une fantaisie, un talent de curiosité, d'exploration, de vouloir comprendre les choses, etc. C'est comme ça, en se fréquentant régulièrement et en goûtant en conscience les événements que nous pouvons clarifier, c'est par là que je veux aller. Et donc, en goûtant ce qui est agréable, vous allez de plus en plus clarifier, c'est par là ce que je veux faire, c'est par là ce que j'aime en moi. Et en même temps, prenez la même attention aux parties de vous que vous aimez moins, qui vous ont apporté moins de bien-être ou vous ressentez moins de gratitude pour ces choses-là. Faites ce travail en conscience. Qu'est-ce qui n'était pas nourri? Qu'est-ce qui s'est pas si bien passé là? Qu'est-ce qui a manqué en moi? Et apprenez ainsi, et nous apprenons ainsi à clarifier les besoins, à la fois quand ils sont pleins et à la fois quand ils sont creux. Ça nous indique si j'ai donc envie d'aller par là de plus en plus et d'éviter que mes besoins soient en creux et en manque. C'est un apprentissage, c'est un apprivoisement. Si vous voulez apprivoiser un petit oiseau dans votre jardin, par hypothèse, je sais que tout le monde n'a pas un jardin, mais prenons cette image, eh bien, vous allez lui apporter de quoi manger, donc une nourriture. Vous allez le voir petit à petit s'approcher. Vous allez rester très immobile, très à l'écoute, très disponible. Vous allez tenter peut-être d'imiter son chant, pourquoi pas. Et petit à petit, vous allez vous approcher de ce petit être et il n'est pas exclu qu'à un moment, il vienne se poser sur votre doigt. Qu'est-ce qui fait ça? L'approche, la tendresse, la douceur, le silence, l'écoute fine, l'intuition. Petit à petit, ce lien peut se faire. Voilà, c'est une métaphore bien sûr, mais par rapport aux parties de vous que vous aimeriez mieux apprécier, observez-les, accueillez-les, faites silence, contemplez-les, offrez-leur votre gratitude, votre reconnaissance, remerciez-les d'être là. Et petit à petit, ces choses prennent de la place. Et de nouveau, vous aurez perçu que nos systèmes éducatifs sont souvent très jugeants et condamnants et pointent ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien. Donc vous aurez plus appris sans doute à vous lamenter, à vous juger, à vous culpabiliser sur ce qui ne va pas, sur ce en quoi vous n'êtes pas bonne ou pas bon. Et ça, c'est extrêmement autodestructeur. Nous avons donc absolument besoin de lâcher cette programmation, et ce que j'appelle, notamment dans mon travail, ceux qui me suivent depuis un moment le savent, la culture du malheur et le goût du drame. Je ressasse ce qui ne va pas au lieu de contempler ce qui va. Donc, pour pouvoir trouver le meilleur de vous-même,
vous aurez besoin de lâcher ça. Ça ne veut pas dire que vous allez tout d'un coup être bisounours avec vous-même et vous encenser. Non, vous allez juste restaurer du discernement. Je connais mes qualités, je les encourage, je remercie la vie de les avoir et je les mets au monde, mais je connais aussi mes défauts, ce qui me manque, ce qui mérite mon attention et mon soin pour continuer à jardiner ma vie intérieure. L'un et l'autre, pas l'un ou l'autre, évidemment. Voilà, Aude, bon jardinage. Merci Thomas. En entendant ta réponse, je me suis souvenu de plusieurs discussions qu'on a eues ensemble et je sais qu'on été éclairantes pour toi. Je t'ai parfois posé les questions de comment ça s'était passé pour toi, ce cheminement de découvrir toi ce qui t'enchantait, ce qui t'émerveillait, ce qui te faisait tressaillir et peut-être de découvrir aussi certains talents. Est-ce que tu serais OK ou je ne sais pas si tu as des exemples en tête de toi, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a toujours été là? Tu as toujours été conscient de ce qui t'enchantait, te faisait tressaillir? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu as redécouvert ou découvert plus tard? Est-ce que... Oui, je ne veux pas m'apesantir sur moi-même, mais en même temps, ça peut être un exemple. J'ai eu la chance de grandir dans une belle nature. Ceci, je suis dans ma maison familiale où j'ai vécu et qui est dans la forêt. Et avec un père forestier, amoureux des arbres, une mère qui adorait entretenir un peu son potager, bien qu'elle soit un peu débordée par les activités d'entretien de cette grande maison. Mais le goût de la terre, de la nature, des cycles, des saisons, contempler, s'émerveiller de ce qui est là, de ce qui est offert, de ce qui est donné. Mes parents m'ont beaucoup éveillé à ça. J'ai eu cette chance, je le reconnais profondément. Ils étaient tous les deux très amoureux de la musique, connaissant très bien la musique. Ma mère était une charmante pianiste qui malheureusement avait mis son talent un peu de côté pour être une bonne mère. Et, et donc, mais de temps en temps, comme elle se remettait au piano et nous enchantait, et donc l'enchantement de la beauté, de la musique, ça m'a fait tressaillir en me disant, on peut goûter ça, on peut vivre ça. Il y a des compositeurs merveilleux comme Bach ou Chopin qui ont fait des choses incroyables. J'ai envie de participer. Je ne sais pas encore quoi. À l'époque, j'avais aucune idée de ce que je suis en train de faire là maintenant. Loin s'en faut, mon Dieu. Mais je me disais, la vie a du sens. Il y a de la beauté, et il y a de l'élégance, il y a de la profondeur, il y a de la majesté dans la vie, il y a de la noblesse. Ça existe, ces choses. Et j'ai envie de contribuer à ça. Voilà, ça c'est les premiers signes. Et puis, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à un métier, certains livres m'ont donné le goût de devenir avocat pour défendre les gens, aider les gens. Et ça a été mon premier métier, comme certains le savent. Et après, j'ai réalisé, en commençant les travaux sur moi-même, notamment avec mon ami Cournot, qui n'était pas encore mon ami, psychanalyste québécois, dont j'ai suivi des stages, que je trouvais admirable sa façon de créer un cercle avec des personnes et de leur permettre petit à petit d'enlever les cuirasses et les boucliers, c'était un cercle d'hommes, et permettre aux personnes d'accueillir leur sensibilité, leur délicatesse et sentir toute cette vie qui revient quand on a défait les bandelettes de la momie dans lesquelles nos systèmes éducatifs nous ont mis la plupart du temps et les cuirasses de guerriers dans lesquelles le monde cruel que nous avons créé a amené. Et donc ça m'a fait tressaillir, dire j'ai envie de faire un métier comme ça. Voilà, voilà, je ne vais pas plus loin dans le partage moi-même, mais j'ai tiré parti de mes expériences de vie pour me dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui fait sens, vers quoi j'ai envie d'aller. Mais aussi, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime plus. C'est clair que dans mon métier d'avocat, ce que j'ai perçu, c'est que l'agressivité systématique, le goût du drame, l'attachement à l'affrontement, ça, c'était plus du tout pour moi. Ça, je veux pas. Après, j'ai été consultant dans une grosse entreprise bancaire pour régler des enjeux juridiques et j'ai pu voir que le matérialisme, s'occuper d'argent et de sous, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, j'ai pu clarifier qu'est-ce qui m'intéresse pas. Et petit à petit, en suivant ce fil rouge, petit à petit, les occasions de faire ce que je voulais se sont présentées. Petit à petit, je le répète, quand j'ai commencé à sentir que je voulais faire autre chose que ce que je faisais, je n'avais aucune idée de ce que je ferais là aujourd'hui et que je fais maintenant depuis pas mal d'années. Et c'est un processus qui a mis un certain temps. Le temps est un ingrédient, hein, c'est pas un accident. Le temps est un ingrédient comme pour le jardinier. Merci beaucoup Thomas de nous avoir partagé ça. Et c'est vrai que ce côté processus, j'ai l'impression de le sentir aussi en travaillant avec toi, en te côtoyant, de sentir que c'est pas quelque chose qui est fini, que tu es encore vraiment à l'écoute de ces cycles-là, de ce qui se passe pour toi, de ce qui te fait tressaillir, des orientations, et que c'est quelque chose qui peut être aussi en mouvement et qu'il n'y a pas tout le temps la même réponse. Et j'aime beaucoup cette notion de processus. Merci. Alors, la question suivante nous vient de Véronique. Comment connaître puis reconnaître le meilleur de soi? Est-ce que
Est-ce que c'est ce que je fais le plus naturellement du monde? Merci Véronique. Je pense que certains éléments peuvent se trouver dans ce que j'ai partagé avec Aude, avec vous, suite à la question de Aude. Donc se côtoyer, s'intéresser à ce tressaillement intérieur intime, et bien sûr, ce que je fais naturellement, spontanément, c'est souvent des choses que j'aime faire, et que donc comme j'aime les faire, je les fais bien. Il y a une joie, une satisfaction qui naît de ce que je fais facilement, naturellement. Il n'y a pas de raison de faire des choses difficiles, sauf si elles vous apportent de la joie. Mais le système éducatif est souvent que ça doit être difficile, sinon ça n'a pas de valeur, ce qui est au fond une inversion complètement du sens de la vie. L'eau tente de couler par où c'est facile, ça c'est le sens de la vie. Et le vent essaye d'éviter les obstacles. Et bien, nous, on va mettre des obstacles souvent pour sentir l'impression d'exister. Je crois que si nous avions profondément la sensation d'exister, d'être au monde et de tressaillir de tout notre être, nous n'aurions pas du tout besoin de nous mettre de la difficulté pour pouvoir éprouver la sensation d'être en vie. Nous l'éprouverions spontanément de nouveau. Donc, je vous rejoins dans l'idée de faire ce que vous faites naturellement, spontanément, en y ajoutant peut-être davantage encore la conscience. Qu'est-ce qui fait que c'est si naturel chez moi? Qu'est-ce qui est nourri, hein? Une aisance, une spontanéité, une évidence que c'est ça que j'ai envie de faire là maintenant et que je le fais de telle façon parce que ça me correspond. Et vous voyez, d'ajouter peut-être juste un peu de discernement pour pouvoir reproduire et faire encore d'autres choses de mieux en mieux comme ça, et de les faire de plus en plus spontanément. Vous voyez, que ça devienne, que cette aisance devienne une façon d'être au monde et non pas la lutte d'une façon d'être au monde. Vous voyez. J'ai l'impression que cet échange de ce soir est m'amène beaucoup sur le système éducatif. Mais bon, tant pis. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants extrêmement courageux qui amènent beaucoup de changements. Donc, je reconnais ça et j'en côtoie heureusement beaucoup dans mon travail. Toutefois, d'une façon générale, nous savons, je crois que ce système éducatif dans l'ensemble date d'il y a plus d'une centaine d'années et n'a guère été, sur le fond, remis en question. Et donc, si nous sommes élevés dans la lutte, eh bien, nous propageons la lutte. Si nous sommes élevés dans la collaboration, eh bien, nous propageons de la collaboration. C'est aussi simple que ça. Oui. Merci Véronique. Merci Thomas, merci Véronique. Alors, le thème des questions qui arrivent est comment réenchanter le monde sans s'épuiser, qui est un sujet qui revient de plus en plus. J'ai l'impression en tout cas dont j'entends beaucoup parler, beaucoup de témoignages. Alors, nous avons des questions de Marie et de Ludivine. En souhaitant aider les autres et leur apporter le meilleur de nous-mêmes, comment ne pas s'épuiser à la tâche? Comment poser des limites sans paraître égoïste? Marie. Et comment préserver notre énergie, ne pas se faire aspirer lorsque l'on souhaite donner autour de nous? Ludivine. Merci beaucoup toutes les deux pour ces questions très 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 précieuses, très importantes pour ne pas tomber dans le piège du désenchantement de soi-même au service de l'enchantement des autres. Ça serait ça le risque. Hein. Je me néglige pour prendre soin, mais si je me néglige pour prendre soin, j'ajoute de la négligence au monde, au fond, dans l'équation universelle. Et c'est précieux de réaliser que la première personne dont j'ai la charge et dont il s'agit de prendre soin, c'est moi. Et que je pourrais difficilement prendre soin des autres si je ne prends pas d'abord profondément soin de ce premier humain dont j'ai la charge. Et pour l'enchantement, c'est pareil, ça va être difficile d'enchanter le monde si je me suis laissé désenchanter par trop d'investissement, trop d'attentes, la barre trop haute. Nous avons besoin de rester très très humains et donc humble, modeste. Je vais faire ce que je peux faire dans la mesure de mes moyens. Il se fait que nos moyens sont beaucoup plus importants que la plupart du temps ce que nous croyons. Et donc, l'idée, c'est pas de se dire, bon, j'ai fait 10 minutes d'enchantement pour le monde, tout va bien, je me repose. Je pense que, heureusement, on l'a vu jusqu'ici dans nos échanges, cette capacité à s'enchanter de plus en plus de ce qu'on vit est contagieuse et prend de plus en plus d'ampleur. Et donc, se respecter, c'est vraiment très, très précieux. Et donc, prendre du temps de présence à soi. Vous l'aurez perçu, ceux qui ont travaillé avec moi connaissent cette régularité de la question « Comment ça va ?» à se poser à soi. Comment ça va? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'enchante? Qu'est-ce qui fait sens? Par où as-tu envie d'aller?
comment te sens-tu aller vers vers quoi tu as envie d'aller, mais aussi qu'est-ce qui te déplaît, qu'est-ce qui te pèse, qu'est-ce qui te peine, de quoi as-tu complètement ras-le-bol, quelle est ta colère ou ta tristesse ou ton angoisse. Et ça, travail d'hygiène, on revient à la notion de douche psychique, permet de sentir plutôt, là, je suis en train de m'épuiser. Ou même, avant l'épuisement, je suis en train de me fatiguer. Ça n'est plus juste. Sauf si je sais que cette fatigue va être de telle ou telle durée et qu'il vaut la peine parce qu'il y a un gain à la clé, un gain de relation, de qualité, d'offrande au monde, pourquoi pas, bien sûr. Il peut se faire que par moment vous dépassiez un peu vos limites pour apporter quelque chose de vraiment précieux. Mais l'idée, c'est pas de se maintenir là-dedans, et donc d'avoir suffisamment de vigilance pour dire j'ai effectivement un peu dépassé mes limites et maintenant je me donne profondément en toute légitimité le droit de me poser, me reposer, prendre soin de ce premier humain. Ça s'apprend, et ça peut prendre du temps parce que de nouveau, ces fameux systèmes éducatifs nous ont souvent appris à nous épuiser pour prendre soin, pour être à la hauteur, pour performer, pour donner du bon résultat, avec une incitation liée à une mécompréhension, à mes yeux, du message christique pour ceux qui sont dans la culture chrétienne ou a fortiori dans la pratique de la religion chrétienne, il faudrait s'épuiser pour prendre soin des autres, ce qui est complètement faux, évidemment. Aime ton prochain comme toi-même, la phrase du Christ, en tout cas que l'on évoque comme étant du Christ, l'indique très clairement, comme toi-même. Donc commence par t'aimer toi profondément, sinon tu vas être en suradaptation aux attentes des autres et pas dans un amour généreux et joyeux. Voilà, alors comment poser des limites sans paraître égoïste en indiquant le sens des limites, en indiquant pourquoi vous dites non, en indiquant à quoi je dis oui quand je dis non. On a pas mal travaillé là, il y a beaucoup d'exercices dans les cours en ligne et ceux qui voudront rejoindre le parcours auront l'occasion de travailler ça. À quoi je dis oui quand je dis non. Et s'il s'agissait par exemple d'aider quelqu'un, de pouvoir dire écoute, j'aimerais t'aider, j'ai à cœur de t'aider, j'ai beaucoup de plaisir à aider. Et en même temps, là, j'ai fait tellement de choses ces derniers temps que je suis absolument épuisé, je n'ai pas l'énergie pour aider. Or, je voudrais le faire de gaieté de cœur et pas en bougonnant parce que je me sens obligé. Donc, est-ce que c'est possible pour toi de trouver de l'aide autrement? Parce que vraiment, j'ai besoin de me reposer. Et vous entrez dans un dialogue profond. Vous acceptez votre vulnérabilité, vous la montrez, vous la dites, vous négociez, vous voyez si c'est tolérable pour l'autre. S'il s'agit peut-être juste d'une petite être en plus, pourquoi pas le faire, si c'est encore mesurable. Mais vous apprenez à vous situer. C'est un apprentissage de base, se situer par rapport aux choses. Ça devrait figurer dans les programmes scolaires. Sentir quelle est ma limite. C'est quand est-ce que je donne dans la joie de donner, de l'amour, de la tendresse, du service, de l'aide, de la co-création, de la collaboration, porté par la joie. Et quand que je commence à donner dans la peur de perdre l'affection, la reconnaissance et l'appartenance au groupe. Vous l'aurez perçu, il y a un shift majeur dans l'énergie. Tant que je donne dans la joie de donner, je suis porté par la vie. La vie est généreuse et apporte un foisonnement d'énergie. On le voit tout autour de nous dans la nature. Mais si je commence à donner parce que mon petit ego a peur de perdre la reconnaissance et l'appréciation des autres, là, je suis en perte d'énergie. C'est là que le burn-out s'installe. Et peut-être à la clé la dépression. Vigilance. Nous avons cette capacité à être vigilance. Je redis, nous devrions l'apprendre depuis la maternelle, mais nous pouvons l'apprendre à tout moment. Je n'ai pas toujours eu cette vigilance et il peut m'arriver d'en manquer. Je vous en parle en toute simplicité. Il y a 30 ans que j'enseigne ce processus. Il peut m'arriver d'être un peu pris par la joie. J'adore mon métier et de me dire, je vais encore accepter ça, c'est intéressant. Et par moment d'avoir un petit moment, c'est parfois 2-3 jours, d'agenda trop serré par rapport à ce que j'aimerais idéalement. Et bon, je le fais toujours quand même dans la joie, mais si je suis pas vigilant, eh bien, ça pourrait m'épuiser et je veux pas m'épuiser. Je veux avoir du temps doux et donc j'ai à travailler cette hygiène de conscience moi-même pour rester conscient de mes limites. C'est ma bouteille d'eau qui a fait un bruit. Voilà. Alors, c'est une vieille bouteille en plastique. Je ne prends plus de plastique. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Alors, il y avait Ludivine. Comment préserver notre énergie, ne pas se faire aspirer lorsque l'on souhaite donner autour de nous? Voilà, Ludivine, je pense que j'ai donné quelques clés en répondant à la question de Marie. Asseyez-vous plusieurs fois par jour avec vous-même, Ludivine. Comment ça va? Comment je me sens? Est-ce que ce que je vis est encore juste? Est-ce que c'est équilibré entre ce que je donne et ce que je reçois?
Est-ce que je suis pas dans une sorte d'action-réaction hyper adaptée aux attentes extérieures? Est-ce que j'arrive à rester pondéré, ancré, juste? C'est cet apprentissage que nous pouvons faire. Et bonne nouvelle, j'ai vraiment l'intuition pour accompagner tant de personnes depuis tant d'années que tout le monde peut le faire. J'ai vu passer dans le chat entre deux questions. Oui, mais si on n'a pas reçu cette tendresse dans l'enfance, si l'enfance a été rude, parfois brutale, parfois même traumatisante, bien sûr, comment est-ce qu'on fait? Ah, alors évidemment, on peut avoir vécu de la brutalité, des traumatismes, et toutefois, permettez-moi de vous partager que notre capacité à rebondir est considérable. Vous connaissez le principe de la résilience, très fort exploré et par Boris Cyrulnik. Nous avons, j'en suis le témoin, en accompagnant tant de personnes, une extraordinaire capacité à être résilient, à rebondir au-delà de nos blessures sur ce qui est vraiment nous. Ce qui est vraiment nous, au-delà de la personne, du personnage qui a souffert, qui a été brutalisé peut-être, qui a été parfois ridiculisé ou contredit, empêché de vivre. Quelle est la vraie personne qui est derrière et qui attend d'éclore, qui attend de se défaire de ce formatage, de ces conditionnements, de ces programmations réductrices, de ces bandelettes de momies qui l'étouffent? Comment permettre à la vraie personne d'éclore? Ça, c'est le travail de discernement qui peut nous y aider, parfois avec un peu d'aide, je le reconnais. Moi-même, j'ai eu besoin d'être en thérapie à un moment pour pouvoir faire ce travail. J'étais trop emberlificoté dans mes bandelettes de momie. Mais bon, c'est pas tout le monde a besoin de faire la thérapie. Hein. Je peux voir que des approches comme celles que je propose de connaissance de soi peuvent déjà aider très très largement à se connaître, à se respecter et donc à éviter le divin de se faire aspirer par les attentes des autres. Merci Thomas. Je pense que l'image bandelette de momie sera gardée. Super. Nous avions une autre question sur ce thème-là. Que faire quand, malgré toute notre bonne volonté et bienveillance à vouloir contribuer à faire de ce monde un monde meilleur pour soi et pour les autres, nous sentons nos actions et nos efforts vains? Comment éviter le blues du « je n'arrive pas à changer le monde » ? Est-il alors possible de se consacrer à ce changement en se protégeant de ce blues? Et si oui, comment? Olivia. À nouveau, merci beaucoup pour Olivia pour cette question que, d'une manière ou d'une autre, je rencontre de façon assez proche de votre formulation là. Je crains que dans ce que vous évoquez, il y ait une attente de contribuer à faire un monde meilleur. Et il y a une attente, je veux contribuer, je veux agir, je veux que le monde soit meilleur, et donc je le veux autre. Et que du fait que c'est une inertie considérable, évidemment, qui sommes-nous pour faire bouger le monde? Ça génère beaucoup de frustration, de dépit, de déconvenue. Et donc, je reviendrai à la réponse que j'ai faite un peu plus tôt, à une vision peut-être plus modeste. Comment est-ce que je peux, moi, me réenchanter dans la vie, retrouver ce qui, moi, me donne le goût de vivre? Simplement ça, sans attendre que ça rayonne et que ça ait de l'impact d'une façon gratuite, je dirais, sans attendre de résultats. C'est cette capacité à vivre sans attente, je crois, mais tout en tendant vers quelque chose. Je souhaite une meilleure qualité de vie pour moi, je souhaite m'enchanter d'être en vie, je souhaite sentir mon fil rouge, je souhaite me sentir moi en expansion de l'univers, je tends vers ça, mais je n'attends pas que ça ait un impact sur le monde. Eh bien, curieusement, j'ai vraiment l'intuition que c'est ça qui précisément a de l'impact. C'est que je ne cherche pas à en avoir. Ça peut paraître complètement contradictoire et contre-intuitif, mais suivez ce qui fait sens pour vous. Vous m'aurez déjà entendu ne vous demandez dire cette formule de ce philosophe, théologien, pasteur américain Howard Thurman. Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin. Demandez-vous ce qui vous éveille à la vie et puis faites-le. Parce que ce dont le monde a besoin, c'est d'être qui s'éveille à la vie. Pour moi, ce sage, ce philosophe a résumé l'essence de ce travail qui n'est plus du développement personnel, même si ça passe par là, mais qui est du développement social durable. Chaque être humain apprenant à s'enchanter, à se pacifier, à trouver son fil rouge, à goûter un profond contentement dans l'être qu'il est, au-delà de l'ego,
contribue à une société qui se défait de l'ego et qui sait comment s'enchanter. C'est de ça dont il s'agit, me semble-t-il, petit à petit, petit à petit. Alors, vous voyez, si vous réduisez cette barre, je n'essaie plus de changer le monde, mais je change mon monde. J'apporte de l'agrément dans mon lieu, dans mon vêtement, dans ma façon de parler aux autres, de m'adresser à la caissière du supermarché ou à l'épicière où je vais faire mes achats. Je change ma tonalité, mon énergie, ma vitalité. J'y mets ce que je souhaite voir dans le monde, de la joie, de la douceur, de l'empathie, de la générosité, de l'immédiateté, de la poésie. J'apporte ça. Et ça, c'est vibratoire. Je vous demande pas de me croire, hein. Évidemment, ne croyez rien de ce que je raconte. Hein. Ne croyez rien. Simplement, si ça vous parle un peu, vous avez peut-être l'occasion de mettre du mouvement dans votre vie. Voilà. Ça permet, à mon avis, d'éviter le blues. Il se fait que dans la période que nous vivons aujourd'hui, très très chaotique, avec tellement de tensions, de guerres, blablabla, pas revenir sur la tragédie, mais évidemment les enjeux climatiques, réchauffement, migration, il y a de quoi avoir le blues par moment, c'est sûr. Alors écoutez les moments de blues, ne les niez pas, ne faites pas du positivisme ou de la moto de couée, ça c'est complètement biaisé et superficiel. Pleurer ce qui a pleuré, rager ce qui a ragé. Je peux vous assurer que de nouveau, personnellement, je consacre du temps à ces parties de moi qui sont dans le dépit et dans le ras-le-bol et dans les moments d'impuissance. J'écoute ça. Et je sais que quand j'écoute ça, ça évacue une tension qui est amère, qui est empoisonnante. Et ça me permet petit à petit de retrouver que là, à cet endroit, je peux quand même apporter quelque chose. Que je peux retrouver la joie d'aller faire un jogging en forêt, de sentir toutes les odeurs, repérer la trace du chevreuil ou la mare où le sanglier est allé nager. Et que ça a prévalu à mon arrivée sur cette planète. Avec un peu de chance, ça sera toujours là quand moi je serai parti. Et je me relie à ça, où je rouvre un bouquin de poésie et je m'enchante de ce que des humains aient réussi à couler dans des mots, des phrases aussi admirables. J'écoute un morceau de musique et je me dis, mon Dieu, mais la beauté existe. Si elle me rend si ému et me fait tressailler. Vous voyez, hygiène de conscience simplement. Je n'ai pas nié la partie de moi qui en a ras-le-bol ou qui doute. J'en ai fait une partie de moi qui est vivante, qui mérite son attention et son écoute, mais ce n'est pas tout moi, c'est une partie de moi. Il y a beaucoup d'autres parties. Et je laisse les autres parties, évidemment, reprendre aussi leurs droits. Bon, je pense que j'ai assez parlé de moi. Mais voilà comment, effectivement, ne pas être piégé par le blues et par l'éco-anxiété, tout en reconnaissant qu'elle a sa part dans cette époque chahutée que nous vivons, bien sûr. Merci, Olivia. Gabin, je t'entends pas, là. Merci beaucoup, Thomas. J'avais coupé mon micro, il y avait du bruit. Ouais, je te remercie pour tes réponses et puis pour avoir pris le temps aussi de développer. Je disais que j'avais vu passer des questions dans le chat par rapport à ces sujets-là, d'éco-anxiété, les enjeux écologiques, économiques, les guerres, les conflits, etc. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est présent dans l'époque actuelle et beaucoup de personnes s'éveillent à ces enjeux-là et à ces difficultés et peuvent avoir peut-être un submergement, notamment au début, d'angoisse, d'anxiété face à des problèmes qui sont à la fois complexes, qui sont à une échelle qui est assez globale et qui, à une échelle individuelle, est peut-être plus difficile. C'est plus difficile peut-être d'apporter une réponse qui nous paraît cohérente ou à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres actuellement. Donc, merci de prendre le temps de développer ça. Alors, nous arrivons maintenant aux questions. Comment réenchanter le monde professionnel dans notre sphère professionnelle? Et la première question nous parle de transition professionnelle et nous vient de Fanny. Alors, bonjour Gabin et Thomas. Je suis à la recherche d'un nouvel emploi suite à une fin de contrat. J'ai profondément à cœur de mettre le meilleur de moi au service de tous, au service d'une cause qui fait sens pour moi et répond à mes valeurs. Cela nourrit mon élan et mon besoin de contribuer. Toutefois, ce temps de recherche, d'incertitude et d'attente me semble interminable et difficile à traverser. J'ai bien d'autres stratégies pour alimenter mon besoin de contribution,
mais qui me semble bien mince à côté d'un chouette job dans lequel m'épanouir. Quelle piste me conseilleriez-vous pour traverser cette période avec plus de légèreté, voire oserais-je de gaieté? Merci pour vos éclaircissements, Fanny. Merci beaucoup, Fanny, pour cette question de nouveau très pertinente et que je retrouve régulièrement dans les échanges avec les personnes. Je nous proposerai tout ensemble de regarder le temps comme un allié et non pas un ennemi, comme un associé dans le projet de la transformation. Exactement comme pour le jardinier, j'ai déjà évoqué cette image, le temps est un allié. C'est grâce à l'écoulement du temps que la graine qu'il a semée va petit à petit faire un légume ou un fruit. Et que si le jardinier est maître du soin à apporter à la graine, l'attention, éviter les mauvaises herbes, assurer l'arrosage, mais aussi l'ensoleillement, retirer les pucerons ou les limaces selon les circonstances, si le jardinier est maître du soin, il n'est pas maître de la saison. Quelle sera, Fanny, votre saison intérieure? Qui le sait? Mais vous êtes la jardinière de ce jardin intérieur. Vous pouvez en prendre soin régulièrement. Vous pouvez veiller. Vous êtes peut-être dans une saison d'hiver. Mais l'hiver n'est pas là par hasard. Vous quittez un emploi, c'est peut-être qu'il ne vous plaisait pas, qu'il ne nourrissait pas des parties importantes de vous, que ça correspondait pas à votre élan, je ne sais pas, mais c'est possible. Et donc, c'était un automne, ça s'est terminé. Et puis là, c'est l'hiver, il n'y a pas encore de vraie perspective. Mais vous pouvez veiller au coin du feu de l'intimité avec vous-même, dans une ouverture, jardiner votre vie intérieure, lisez, écoutez de la musique, allez marcher en forêt, interrogez-vous sur ce qui vous fait tressaillir, sur ce dont vous rêvez, comment vous vous verriez dans 10 ou 15 ans, qu'est-ce qui ferait sens pour vous? Et laissez simplement ces choses foisonner. Et s'il y a du dépit par moment parce que c'est plus lent que vous, accueillez ce dépit, bien sûr. C'est précieux d'accueillir toutes les parties de soi. Il n'y a pas à mettre « je n'aime pas le dépit en moi, je n'aime pas cet agacement, je n'aime pas cette colère ou cette impatience ». Elle est là, elle fait partie de vous. C'est une fratrie, c'est une famille. Écoutez toutes les parties. Qu'est-ce que ça vous dit? Et pour moi, je peux vous assurer que le décodage que permet la communication non violente, les sentiments renseignent des besoins, les sentiments agréables renseignent des besoins nourris, les sentiments désagréables renseignent des besoins pas nourris, et nos besoins sont comme des poupées russes, un besoin peut en cacher un autre, il y a un besoin derrière le besoin jusqu'au besoin racine, c'est petit à petit extrêmement clarifiant. C'est pas un truc bisounours, c'est vraiment une façon de travailler la spirale de conscience concentrique pour descendre à l'intime de soi et sentir l'élan de vie qui part. Voilà comment traverser cette période en l'utilisant comme une occasion de jachère discernante. Merci Thomas. Merci Fanny. J'ai vu que des personnes se reconnaissaient dans cette question dans le chat, partageaient être un peu au même endroit. Nous avons ensuite une question de Louis-Antoine. Comment trouver une activité professionnelle alignée avec nos valeurs profondes? Merci Louis-Antoine. Eh bien, en prenant le temps de clarifier profondément, c'est le cas de lire, vos valeurs profondes. Quelles sont mes valeurs profondes? Qu'est-ce qui est devenu non négociable? Je veux vivre ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez le vivre tout de suite, mais vous tendez vers ça. C'est cette qualité de vie que je veux avoir pour être aligné sur mes valeurs profondes. Je tends vers ça. Et de plus en plus, rejoindre, ressasser, savourer les valeurs qui font. C'est une saveur. Hein. C'est pas juste un savoir, c'est aussi une saveur, ce goût de la valeur que vous voulez vivre. En être de plus en plus proche. Le célébrer quand vous le goûtez. Si par exemple vous souhaitez vivre des rapports professionnels dans l'authenticité, dans la profondeur, dans l'humour, dans la légèreté, mais dans l'efficacité aussi, dans la générosité, eh bien, nommez ça. Et dès que vous avez des occasions de vivre ça, savourez comment je me sens quand les rapports sont généreux, ouverts, collaborants, etc. Qu'est-ce que ça fait? Et laissez-vous imprégner. C'est une énergie.
Et je ne veux pas faire l'ésotérique, c'est pas de l'ésotérisme, mais ça dégage une certaine vibration. On le sait, les émotions créent en nous un certain état vibratoire. Il ne faut pas être perché pour percevoir ça. Nous le sentons bien, la joie, la colère, ce sont des états vibratoires. Eh bien, laissez-vous de plus en plus vous imprégner de ce vers quoi vous tendez. Et ce que j'observe, c'est que si de plus en plus mon être profond est imprégné de ça, je vais voir des possibilités de changement, de transformation, de réorientation que je n'aurais pas vues si je ne m'étais pas laissé imprégner de cette façon-là. Et que j'avais juste de belles valeurs. Oui, partage, entraide, solidarité, ce serait pas mal quand même, mais ça reste intellectuel. Mais non, goûtez-les, savourez-les, que ça devienne vraiment votre ADN et que vous êtes, j'aime bien ce joli jeu de mots que je propose parfois, vous êtes profondément aimant de cette qualité de vie, c'est comme ça que vous voulez vivre, ça n'est plus négociable. Alors, dans l'instant, vous ne le vivez pas, mais ce n'est pas négociable que d'ici X années, 3, 4 ans, ça prendra le temps que ça prendra. De nouveau, le temps est un ingrédient. Je veux vivre, c'est là. Vous devenez aimant de cette perspective. Vous l'envisagez régulièrement, vous faites peut-être même des visualisations pour vous retrouver dans le climat que vous aimeriez voir. Vous voyez les réunions de travail, les produits ou les services que vous fabriquez, etc., dans cet esprit-là. Et ce que j'observe, c'est que si vous devenez aimant de cette qualité d'être, eh bien, cela aimante à vous les occasions de les vivre. Synchronicité, correspondance, loi de l'attraction, vous mettez tous les mots que vous voulez là-dessus, je sais pas. Et, enfin, c'est de cet ordre-là, bien sûr, et je dirais peu importe, mais je peux vous assurer que je le vois fonctionner depuis tant d'années dans les personnes que j'accompagne. Nous avons donc besoin de clarifier profondément ce vers quoi nous tendons et ce qui est vraiment devenu très très important pour nous, et pas juste un accessoire sympa, mais très important. Voilà une perspective, Louis-Antoine, en acceptant de nouveau que le temps contribue à ce processus, hein, petit à petit. Merci à vous. Merci Thomas. Et une dernière question sur ce thème. Je tente de réenchanter le monde au travers de mon travail. Je suis pédiatre en maternité, en étant souriante, bienveillante et professionnelle. Je me heurte toujours à un rejet qui me blesse profondément. Nous n'avons pas l'habitude des pédiatres investis, il faut que tu arrêtes de parler aux mères. Que faire pour ne pas abandonner et ne plus être touché profondément? Fatia. Deux choses qu'on peut faire devant une phrase pareille. Et la première, la plus urgente, c'est l'auto-empathie. Immédiatement vous donnez une dose d'auto-empathie, de dire « Mon Dieu, qu'est-ce que ça m'attriste d'entendre ça. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais que mon entourage comprenne qu'un enfant, c'est pas isolé de sa famille, ça vit dans un écosystème et que parler aux mères est aussi important que de parler à l'enfant. » Vous accueillez, vous vous donnez de l'auto-empathie pour votre rêve, votre souhait, votre intuition, votre sensibilité. Vous reconnaissez profondément ce qui se passe en vous. Première étape vraiment très importante et qui souvent manque. Donc on oublie de se donner de l'empathie, de la reconnaissance, de la gratitude, de la valorisation pour ce que nous sentons et donc ce que nous sentons comme étant très très juste. Oui. Donc prenez ce temps d'auto-empathie. Et puis après, si vous sentez la disponibilité, tentez d'avoir de l'empathie pour l'autre. Qu'est-ce que l'autre veut dire par là? Qu'est-ce qu'elle aimerait dire si elle avait les mots? Qu'est-ce qu'elle vit derrière ce qu'elle dit? Et petit à petit, et peut-être si jamais vous avez le goût de pratiquer ce que nous proposons avec Gabin comme apprentissage de la CNV, vous pourrez rejoindre cette personne. Quand tu dis « nous n'avons pas l'habitude des pédiatres investis, il faut que tu arrêtes de parler aux mères », est-ce que tu es inquiète? Quelqu'un qui dit ça, c'est peut-être de l'inquiétude. Parce que tu aimerais être assuré que je ne m'épuise pas et que je connais mes limites et que je suis pas donc en train de me disperser, mais vraiment au service du lien. Est-ce que c'est ça ton souhait? Et vous allez à la rencontre de ce qui anime cette personne qui vous a fait cette phrase. Non, pas l'habitude des pédiatres investis, il faut que tu arrêtes de parler aux mères. Moi, si je me mets dans cette formulation, dans ce temps, je sens une énergie qui a peur de se perdre, de se disperser, d'être trop empathique et de ne pas savoir gérer. Mais ça s'apprend à pouvoir être empathique sans se laisser aspirer, comme on l'a évoqué plus tôt, par l'autre. Et c'est bien le travail, évidemment, d'un soignant, c'est de pouvoir prendre soin sans prendre en charge. L'autre a sa vie.
Je donne tout le soin que je peux donner, mais la vie de l'autre appartient à l'autre. Et donc, c'est peut-être cette rencontre que la vie vous donne l'occasion de faire. Comment vous rencontrez vous-même davantage en auto-empathie et en même temps tenter de rejoindre cette personne dans ce qu'elle ressent et indiquer que vous vous sentez très à l'aise, au contraire, de parler aux mères. Ça nourrit votre besoin de meilleure compréhension de la systémique relationnelle avec l'enfant et que pour vous, c'est très important et que vous connaissez vos limites. Vous n'allez pas vous faire bouffer par ça. Voilà. Et je pense que ça va peut-être vous donner une occasion de sympathiser à un autre endroit. Vous voyez, on était en surface là, et non, on descend dans la lame de fond. Parce que peut-être que la personne va revenir en disant, et toi, comment tu fais? Ah, ben, vous aurez l'occasion de dire, mais moi, je travaille sur moi, je me prends ma douche psychique, etc. Voilà comment ça peut devenir contagieux. Merci beaucoup, Fatia. J'espère que ça répond un peu à votre question, qui me touche beaucoup, hein, surtout dans le métier que vous faites, hein, mon Dieu, tellement important ce métier. Merci Thomas, j'ai vu dans le chat que c'était en résonance avec d'autres personnes. Ouais. Ok. Super. Et le dernier thème de question pour ce soir, comment réenchanter des systèmes parfois dysfonctionnels? Alors, la première question nous vient de Marie. Comment réenchanter le monde dans des systèmes qui paraissent désenchantés, politiques, sociaux, économiques, sanitaires, culturels, etc. Comment pouvons-nous, individuellement et collectivement, transformer notre société? Merci par avance pour votre réponse et très belle soirée. Marie. Merci beaucoup, Marie. De nouveau, une question qui revient tellement régulièrement, particulièrement aujourd'hui. Tellement de personnes en ont ras-le-bol des structures dans lesquelles elles sont. C'est vraiment impressionnant. Et à titre personnel, je suis même touché de voir que, au niveau de mes enfants, mes filles aînées en 25, 24 ans, leurs copains qui commencent des carrières, etc., en ont souvent déjà marre des structures, de la hiérarchie et des objectifs ineptes. C'est super bousculant, parce qu'il va s'agir de pouvoir créer des biens et des services autrement qu'en étant stressé au bord du burn-out, etc., et en étant dans des climats agressifs. Comment de nouveau changer ça? Petit à petit, on l'a, je pense, pas mal évoqué dans notre soirée déjà, de faire ce que vous pouvez faire dans la mesure où vous pouvez le faire, c'est-à-dire d'apporter votre propre joie, compassion, bonne humeur, humour, même si le climat ne le facilite pas et peut-être ne le génère pas, mais ne pas vous laisser museler. On revient à la bandelette par le climat extérieur, mais apporter qui vous êtes dans ces climats-là. C'est pas ces climats-là qui sont justes. Alors, je pense que nous sommes nombreux à le ressentir. Ils sont obsolètes. On n'est pas sur Terre pour vivre dans des climats de tension, d'agressivité, d'objectifs irréalistes, de course contre la montre, de gain à tout prix. C'est pas le sens de la vie. Ces systèmes se sont créés dans une mécompréhension du monde et ils sont en train petit à petit de s'écrouler et je pense que nous pouvons petit à petit inventer autre chose. Alors tout le monde n'a pas la disponibilité pour quitter son job, hein, c'est pas ça l'idée, évidemment. Et je redis que moi-même, avant de quitter mon métier sécurisant, stable de juriste, ben, il m'a fallu pas mal d'années, hein, 7-8 ans. Donc oui, c'est un processus, hein. Rien de magique là-dedans. Mais donc, comment pouvons-nous individuellement transformer la société collectivement? Ben, c'est en apportant qui vous êtes. Là, vous êtes. Ne démissionnez pas de qui vous êtes. C'est ça. Ne démissionnez pas de qui vous êtes. Peut-être à un moment, vous démissionnerez de votre fonction dans la structure, dans l'entreprise, mais pas de qui vous êtes. Si vraiment c'est trop contraignant, j'ai envie d'avoir confiance, que de plus en plus de structures ont envie de se créer et de personnes ont envie de créer des structures autrement. Dans la gouvernance partagée, dans ce qu'on appelle la hiérarchie plate, dans l'esprit de collégialité, de collaboration, les processus de décision partagés. Je crois que c'est vers ça que nous allons et c'est ça qui fait sens. Et que ce sera petit à petit une évidence, même si les grosses machines pyramidales sont encore pas mal en place aujourd'hui.
J'ai pas, vous le voyez, Marie, une réponse magique à faire à votre question. Simplement, clairement, beaucoup d'amitié pour ce que vous évoquez, beaucoup de goût de vous encourager à apporter votre couleur, votre teneur. Vous êtes certainement pas tout seul. Si vous ressentez ça dans votre univers, c'est que d'autres ressentent la même chose. Ça, c'est une constante. Je le vois même dans l'animation d'un groupe. Si quelqu'un dans un groupe ressent de l'inconfort par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit comme ça aurait été pu ou qui a été trop dit, trop répété, quelqu'un qui a pris peut-être plus de place que ce qui était nécessaire, la plupart du temps, d'autres personnes sentent la même chose. Et donc le nommer permet de réguler. Ça rend visible ce qui peut-être n'était pas si visible pour tout le monde. Et donc de pouvoir en parler, le cas échéant à la hiérarchie, évoquer les choses, je pense que c'est précieux. J'ai l'intuition que beaucoup de structures, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais beaucoup de grosses entreprises vont avoir à se remettre profondément en question dans les temps qui vont venir. Parce que, de nouveau, je rencontre pas mal de dirigeants de ressources humaines, qui me disent on a du mal à recruter des gens qui veulent s'investir complètement comme nous l'avons fait à notre génération précédente. Je vous parle de personnes plutôt de mon âge, parce que les jeunes qui arrivent, ils sont sûrement compétents, ils ont un très beau CV, ils ont de la pratique, mais ils nous disent clairement, moi, je quitte le bureau à 5h30 ou à 6h, parce que j'ai une compagne et bientôt un enfant, et je veux pas louper ma vie de couple ni de parents. J'ai vu mes parents foirer là-dedans, eh bien, j'ai pas envie, moi, de faire la même chose. Et donc, vous engagez qui vous voulez, mais moi, c'est à 6h que je pars au plus tard. Donc, pas de réunion à 7h30, 8h, 9h le soir, ça, c'est terminé. Et le week-end, c'est la famille. Eh ben, je crois que ça va faire que si tout le monde réagit comme ça, par conscience, discernement, connaissance de ses limites, ancrage, capacité à dire non et à indiquer pourquoi je dis non, à quoi je dis oui quand je dis non, je crois qu'on a une force considérable pour faire que ces grosses structures puissent fournir du travail autrement, ou sinon, on le créera. Je pense que, vous le savez, 80% des métiers de dans 10 ans n'existent pas encore. 10 ans, c'est demain. Alors, co-créons de nouveaux métiers. Merci beaucoup, Marie. Merci Thomas pour ces propositions. Il nous vient une question de Louis. Comment donner le meilleur de soi pour réenchanter le monde lorsqu'on est confronté à de la violence, maintenant omniprésente? Comment puis-je contribuer à mon niveau à créer une société plus bienveillante et inspirante? Louis. Merci Louis. Le premier réflexe serait de vous donner de l'auto-empathie pour la violence que vous voyez. Donc de pouvoir accueillir la partie de vous qui est dépitée, qui en a peut-être ras-le-bol, qui est choquée par moments, triste en tout cas, bien sûr, de toute la violence que l'on voit et qui, je le reconnais avec vous, a tendance à s'accroître et qui indique à mon avis le profond malaise de nos sociétés. C'est un indicateur de malaise, quoi, cette violence, c'est clair. Et donc reconnaître votre dépit, consacrer du temps à ça, ne pas vous blinder par rapport à ça. Et en même temps, bien sûr, ne pas entrer dans le jeu. Il y a de la violence, elle exprime souvent maladroitement des sentiments et des besoins qui ont besoin d'être reconnus. Il y a souvent de l'impatience, de la frustration, de la solitude peut-être. Comment pouvez-vous, là où vous êtes, et sans être thérapeute des personnes, c'est pas le but, mais créer du lien. Vous recevez une pique agressive, qu'est-ce qui a motivé cette pique? Qu'est-ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit? Et quitter donc le schéma, malheureusement très habituel, des rapports de force et de la culture du malheur, domination, soumission, agression, démission, où je reçois une pique, j'en renvoie deux. Non, ça c'est vraiment un vieux conditionnement dont nous avons besoin de nous défaire. Et donc, si vous souffrez, et je le comprends, de la violence dans l'univers où vous êtes, là où vous êtes, eh bien, apportez de l'empathie, apportez de l'écoute, apportez une proposition de fonctionner autrement, une invitation à formuler les choses de façon ouverte plutôt que clash et fermée. C'est là que je crois que nous pouvons témoigner et être des acteurs de non-violence, sans nous prendre pour Gandhi, mais simplement là où je suis, j'essaye de pacifier. C'est-à-dire reconnaître les enjeux et proposer simplement de sortir de vieux conditionnements qui nous téléguident. Beaucoup de personnes sont dans du copier-coller de modèles anciens qui n'ont pas été remis en question. Voilà la proposition que je fais d'apprendre petit à petit à faire ce travail
je cherche l'image qui me vient de... comment dit-on quand on envahit le terrain de l'adversaire en cas de guerre, ça porte un nom. Je cherche le mot, je l'ai sous la main, peu importe. Envahir? Oui, mais c'est pas un envahissement parce que j'y vais tout seul, mais je m'introduis dans le terrain du voisin pour petit à petit... Coloniser? Non, pas coloniser non plus, c'est négatif. Non, c'est... Enfin, peu importe le mot. Voilà, j'apporte de l'autre côté une nouvelle façon de vivre, pour petit à petit désamorcer les habitudes. J'adore, tout le monde me propose un test. C'est ça, c'est parti en jeu. On peut jouer à jeu. Occupé. Non, pas occupé. Non. Ça, je vous l'enverrai. Réponse au prochain épisode. C'est pas mal, c'est assez proche. Infiltrer les lignes ennemies. Voilà, je cherche le vocabulaire militaire que j'ai appris durant mon service. J'infiltre les lignes ennemies pour apporter, non pas la zizanie, mais apporter la conscience là derrière. Voilà. Oui, c'est ça. Mais merci pour infiltrer, c'est pas mal ça. Oui. Et souvent dans les séminaires, je propose en fin de stage, comment peut-on faire? J'ai dit, je vous propose de faire de la non-violence clandestine. C'est-à-dire que vous avancez là où vous êtes avec cette attitude, avec ce regard, avec cette disponibilité de cœur, sans être prosélyte, mais simplement en vivant ces valeurs-là vous-même. Voilà. Et je suis convaincu de nouveau, je crois que la question est de Louis, que vous n'êtes pas seul à souhaiter ça, que si vous en parlez autour de vous, vous allez sentir des compagnonnages possibles, avec malheureusement beaucoup de personnes muselées, on y revient, momifiées par la peur. Comment est-ce qu'on change une habitude? Comment est-ce qu'on s'ancre dans ses valeurs? On l'a évoqué. Comment est-ce qu'on ose une perspective nouvelle? Beaucoup de peur par rapport à ça. Et ça, c'est les enjeux citoyens d'aujourd'hui. Et vous voyez qu'on a dépassé le développement dit personnel. C'est vraiment de la transformation sociale que nous travaillons. Génial, merci beaucoup Thomas pour ces invitations. Je vois que le petit jeu improvisé a été dynamisant. On vous en parlera d'autres pour la prochaine fois. Merci beaucoup pour vos retours aussi, vos réactions dans le chat, vos partages. J'arrive un petit peu à suivre, c'est très, très chaleureux. Merci beaucoup. Voilà un petit peu le tour des questions par rapport à ce vaste thème qui est réenchanter le monde, apprendre à mettre le meilleur de soi au service de tous. On est désolé pour les questions qu'on n'avait pas pu prendre, pas pu traiter. On est conscient que en une heure et demie, c'est un peu difficile de tout aborder. En tout cas, on est ravis et très reconnaissants pour votre confiance, pour votre intérêt par rapport à ce sujet-là, votre présence, votre participation, les questions que vous nous partagez aussi. C'est très stimulant, très soutenant aussi pour nous. Je pense que c'est des sujets qui nous questionnent, mais qui nous passionnent aussi. Et on a vraiment plaisir, en tout cas, j'ai vraiment plaisir à avoir l'occasion d'échanger comme ça, à se sentir ensemble aussi par rapport à ces questionnements. Je pense qu'on n'est pas seul avec ça. Donc, c'est un grand plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Merci beaucoup, Thomas. Avec joie, moi aussi, je suis extrêmement touché de ces questions que nous avons rencontrées là et de toutes celles qui viennent aussi dans le chat que j'ai pas vraiment le temps de toutes lire, évidemment, parce que ça tourne assez vite, mais je suis touché par vos préoccupations et vous percevez, j'ai tellement à cœur que chacun de nous sente que nous avons une capacité à contribuer au changement dont ce monde a besoin, même si elle est minime. Et c'est précisément parce qu'elle est minime que chacun en dispose et qu'il y a un effet de masse extraordinaire. Personne n'a la destinée de Gandhi ou de Mandela, mais dans notre petit univers, nous pouvons avoir ces qualités-là qui font que nous changeons notre façon d'être en couple, notre façon d'être avec nous. Et déjà ça, franchement, à l'issue des formations, je l'évoque très souvent aux participants, si déjà vous apportez un peu plus de paix dans votre univers intérieur, dans la relation que vous entretenez avec ce fameux premier être humain dont vous avez la charge à vous, et que ce premier être humain est déjà plus pacifié, plus inspiré, eh bien, vous faites faire un bond considérable à l'ensemble de l'humanité, puisqu'il y a un humain qui sait mieux où il va et comment y aller dans le respect des autres. Vous voyez, c'est pour ça que l'ambition est modeste.
pour être efficace, justement. Mmh. Mmh. Super. Et donc, on voulait terminer cette soirée en vous donnant quelques pistes pour les personnes qui voudraient aller plus loin. Il y a plusieurs possibilités. Si vous appréciez notamment le travail de Thomas, vous pouvez le rejoindre sur les réseaux. On est assez présent sur Instagram, sur Facebook. Il y a de nombreux petits extraits qui passent. Vous avez également les livres de Thomas. Il y a également des replays de soirées d'échange qui sont disponibles, comme la soirée qu'on a fait ce soir sur différents thèmes. Je crois qu'on a fait un petit peu plus d'une quinzaine de thèmes. On a fait le thème de l'éducation. On a également eu l'occasion de faire toute soirée sur le couple, sur apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire. Voilà, il y a différents thèmes que vous pourrez trouver assez facilement sur YouTube qui sont disponibles et accessibles. Vous avez également, après, si vous le souhaitez, des formations en ligne qui sont proposées pour permettre d'aller plus loin. Souvent, les formations en ligne, c'est plusieurs jours qui sont filmés et qui permettent vraiment d'aborder les sujets de manière un peu plus complète, de proposer aussi des exercices, des pratiques, d'avoir des accompagnements de voir des accompagnements avec aussi des participants. Tout le travail que propose Thomas, notamment autour de la communication non violente. Et puis ce soir, on avait envie de vous présenter, de zoomer un petit peu plus sur un projet qui nous tient beaucoup à cœur, qui nous enchante beaucoup, qui est le parcours ici, qui est un parcours de formation de 9 mois, donc qui nous laisse le temps d'aller en profondeur, de prendre le temps. Thomas l'a souvent répété ce soir que le temps est un ingrédient, est un allié. Et donc pour nous, avoir l'occasion de proposer une formation longue pour évoquer ces enjeux, ce travail, ces compétences, ce jardinage, c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et donc on voulait vous donner quelques informations par rapport au parcours ici, pour terminer. Donc le parcours ici, un petit peu les mots-clés qui reviennent souvent, c'est incarner, contribuer et inspirer. Et voilà, on a vraiment l'occasion de tourner autour de ces différents piliers dans le parcours. Ce sont les intentions. Donc c'est un parcours d'apprentissage, d'évolution et de transformation, c'est en tout cas les intentions, sur 9 mois. Et donc ce qu'on avait envie de vous partager, c'était simplement une petite présentation et les quelques intentions clés du parcours. Les 3 piliers qu'on retrouve à l'intérieur. Il y a également 2 bonus qui sont souvent très demandés, très appréciés, puisqu'on retrouve notamment les séminaires en présentiel avec toi, Thomas, le fonctionnement et l'agenda du parcours, et pour terminer, les notions de participation financière. Et donc, pour commencer avec les intentions, l'idée, c'est de proposer un parcours d'apprentissage, d'évolution et de transformation sur mesure avec l'intention d'oser vivre pleinement sa vie, d'apprendre à mieux se connaître et arriver à exprimer ce que nous sommes profondément, ce que nous sommes au fond dans notre essence plus que dans notre apparence. Donc c'est vraiment tout un cheminement, un jardinage, un travail de discernement, de conscience, d'observation aussi de soi pour arriver justement à partager ça avec le monde. Il y a également l'intention d'améliorer la qualité de nos relations. La relation à nous-mêmes, ça c'est vraiment la première qu'on va travailler, ce premier axe. Ensuite, la relation aux autres, ça peut être avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis, dans votre couple, mais également dans votre milieu professionnel. Et le dernier axe, la dernière relation, c'est celle que nous avons avec le monde qui nous entoure, peut-être également la nature, avec voilà, tout le sens que l'on peut trouver à ce qui est plus vaste que nous, dans lequel on évolue et nous vivons. Et la troisième intention, c'est s'ouvrir à une vie qui est plus heureuse. On en a beaucoup parlé ce soir, qui est plus inspirée, rayonnante et généreuse. D'arriver à trouver ça dans différents contextes de vie, apprendre à reconnaître, apprendre à nourrir ses états intérieurs. Et j'aime bien, Thomas, souvent tu prends l'image que la paix, ça s'apprend, et qu'il y a une vraie discipline à avoir aussi. Et c'est pas magique. On apprend à faire tout un tas de choses dans notre vie, mais on nous apprend pas forcément à être heureux, à être inspiré, à être rayonnant, etc. Et donc nous, dans cette formation, c'est vraiment des choses qu'on a envie de transmettre et d'accompagner. Je sais pas, Thomas, si tu veux rajouter des choses par rapport à ça, aux grandes intentions du parcours. Je pense qu'il y a un élément qu'on peut ajouter à ceux qui sont là, mais peut-être qu'il vient dans la suite. Je n'ai plus exactement la présentation en tête. C'est l'occasion de sortir de l'illusion que je suis tout seul à vouloir changer le monde et que je suis seul à souffrir de sa brutalité, sa matérialité, son aspect parfois abject, sa violence
absurde. Et donc le fait de pouvoir faire du lien, de sentir que peux m'épauler sur des échanges, qu'il y a peut-être même une communauté qui peut se créer. En tout cas, c'est l'écho que nous recevons, n'est-ce pas, Gabin? C'est la sensation d'appartenir à une communauté à travers les frontières qui souhaitent contribuer par ce biais-là. Et il y en a bien d'autres, évidemment, des communautés, c'est clair. Mais à pouvoir sentir qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut faire sa part, même si c'est une part de colibri qui n'est qu'une petite goutte, mais au moins je fais ce que je peux faire. Et cet aspect communautaire me paraît très précieux pour ne pas avoir l'impression d'être tout seul à ramer dans son coin. Ouais, tout à fait, merci beaucoup Thomas. C'est vrai que ça fait partie, vraiment, c'est un pilier essentiel du parcours. Donc on a justement vous parlé des 3 piliers. On a le premier pilier, ce sont les formations en ligne qu'on a réalisées avec Thomas. Donc il y a maintenant une dizaine de formations en ligne. On va pouvoir zoomer pour vous donner quelques idées des thèmes qui sont abordés. Et ça, ces formations, elles sont accessibles à vie, ce qui donne vraiment la possibilité de prendre le temps pour intégrer. Il n'y a pas d'urgence dans le parcours. On veut vraiment sortir de cette idée qu'il y a une urgence, qu'il y aurait un résultat à atteindre, qu'il y a un rythme à suivre. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous inviter aussi à aller à votre rythme, à vous mettre en lien avec les ressources qui sont bonnes pour vous au moment où c'est opportun pour vous. Donc vraiment, ces formations en ligne, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'accompagnement collectif et sur mesure pendant 9 mois. Donc là, l'accompagnement collectif, c'est des temps qui sont proposés parfois avec toi Thomas, parfois aussi avec d'autres personnes de l'équipe du parcours. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, il y a plusieurs moments qui sont proposés tout au long de ces 9 mois. Et le troisième pilier dont tu parlais Thomas, c'est la communauté pour évoluer ensemble. Et ça, on se rend compte que c'est peut-être le pilier le plus important, le plus précieux, quelque chose qui reste aussi des super expériences qu'on a eues l'année dernière. C'est qu'il y a des rencontres qui ont été faites, qui ont été très, très fortes, très soutenantes, des personnes qui se sont aussi liées d'amitié, etc., et qui se sont senties soutenues et appartenir à un groupe de personnes avec des intentions, des questionnements qui sont aussi partagés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très fort dans le parcours. Et donc pour zoomer, pour vous donner une idée un petit peu de ces 3 piliers, les formations en ligne, on retrouve les bases de la CNV, c'est avec ça qu'on démarre le parcours. Ensuite, on a apprendre à gérer les tensions et les conflits sans violence. On vous a mis les durées indicatives des contenus de formation. Pour vous donner une idée, ce soir, c'était un temps d'1h15, 1h20. Donc, vous voyez, par exemple, apprendre à gérer les tensions et les conflits, on a 24 heures de formation dessus, qui est accessible à vie, donc il y a vraiment le temps. Mais en tout cas, ça donne vraiment l'opportunité de creuser, d'explorer en profondeur ces sujets-là. On retrouve le thème « Vivre au-delà des peurs », apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire. Le thème « Couple, amour et relations ». On a également un approfondissement à la CNV. Et ensuite, on a des journées qui ont été réalisées sur l'estime de soi, CNV éducation, avec toi Thomas et Catherine Schmider. Et on a également les bases de l'IFS, Internal Family System, avec Isabelle Desplat. Tout ce que je vous dis là, vous pourrez le retrouver sur la page de présentation du parcours. Donc là, c'est simplement pour vous dessiner les grandes lignes de ce qu'est le parcours et peut-être répondre à certaines des questions qu'on reçoit beaucoup par rapport à ça. Et donc en tout, il y a un petit peu plus de 120 heures de contenu de formation accessible à vie. C'est l'équivalent de 30 jours de formation que vous pouvez suivre à votre rythme depuis chez vous quand vous le souhaitez. Le deuxième pilier, c'est l'accompagnement collectif et sur mesure pendant 9 mois. On va retrouver des moments d'échange avec toi Thomas, comme on a eu ce soir, mais en plus petit comité pour vraiment répondre aux questions qui se posent tout au long du parcours par rapport aussi aux thèmes qu'on aborde, peut-être aux difficultés ou aux questionnements qui émergent tout au long de ces 9 mois. On a également des ateliers de pratique avec Arnaud, qui est formateur certifié CNV, qui t'accompagne Thomas depuis plusieurs années, qui t'assiste sur tes formations. Et j'aime beaucoup Arnaud parce que il a son intégration et sa couleur CNV et en même temps, il est très proche de ton travail et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de complémentaire dans la dynamique du parcours. On a également des groupes de compagnonnage avec un membre de l'équipe, ça peut être Arnaud, ça peut être Aurélia également. Les groupes de compagnonnage, c'est se retrouver avec une douzaine de personnes, avec un membre de l'équipe pour faire un point pendant 1 heure, 1 heure et demie sur où on en est dans le parcours et justement avancer ensemble, évoluer ensemble. Pouvoir aussi pratiquer, trouver des réponses peut-être à ces questions. C'est l'idée des groupes de compagnonnage. Et nous avons également des sessions découvertes avec des membres de l'équipe. C'est un peu des soirées qu'on construit tout au long de l'année en prenant aussi vos retours, vos feedbacks, vos envies, vos élans
les thèmes que vous voulez aborder, ce qui est soutenant pour vous. C'est vraiment un parcours qu'on co-construit avec vous aussi. Il y a vraiment de la place pour ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de collaborer ensemble pour trouver quelque chose qui soit vraiment sur mesure par rapport à ce que vous vivez et vos élans. Et donc, ce pilier-là, l'idée, c'est de se rencontrer, se retrouver, échanger, pratiquer et avancer ensemble. On n'est pas seul. Ce qui fait le lien avec le troisième pilier, c'est la communauté pour évoluer ensemble. Vous retrouvez la possibilité d'échanger avec les personnes, de mettre en place des binômes, des trinômes pour pratiquer et échanger. Vous avez des groupes de compagnonnage qui sont aussi autogérés, que vous pouvez proposer ou rejoindre en plus de ce que nous, on propose. Et vous avez des espaces pour découvrir, rencontrer, échanger les autres membres du parcours. L'application qui est utilisée pour cette formation, elle est vraiment faite pour ça. C'est pour ça qu'on l'a choisie, pour que vous puissiez facilement vous rencontrer, échanger et voilà, vous sentir en lien. Voilà donc pour les 3 piliers qui composent le parcours ici. Je vous parle également des 2 bonus, puisqu'il y en a un notamment qui est très demandé, ce sont les séminaires en présentiel avec toi Thomas. Donc il y en a un premier au mois de septembre, alors lui qui est déjà complet, qui est un séminaire d'introduction, les bases de la CNV. Et on en aura également un fin novembre, apprendre à gérer les tensions et les conflits sans violence, 5 jours, donc ça se passe en Belgique. Il y a une quarantaine de participants. Et il y en a également un 3e au printemps du 13 au 18 avril sur le thème « Apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire ». Ça, c'est le premier bonus que vous pouvez prendre en plus une fois que vous êtes inscrit au parcours. Et vous avez également la possibilité de solliciter des accompagnements individuels si vous souhaitez être accompagné par un praticien ou une praticienne CNV. Il y a notamment Arnaud qui propose des rendez-vous individuels. Ça vous permet d'aller peut-être sur des problématiques que vous allez ou sur vraiment votre situation à vous, ce qui peut être parfois soutenant. Voilà pour les bonus. Je vais regarder en même temps s'il y a des questions dans le chat. Ok, alors on peut continuer. Fonctionnement et agenda. Donc au niveau des 9 mois, nous on l'a structuré en 6 modules de 6 semaines, ce qui nous amène à 9 mois. Donc au niveau des modules, les modules se construisent un peu de la même manière. En semaine 1, on ouvre une nouvelle formation en ligne, celle dont on a parlé tout à l'heure. En semaine 2, on a un atelier de pratique avec Arnaud qui nous permet vraiment d'axer sur une compétence clé de la communication non violente. Par exemple, le premier atelier de pratique, c'est sur l'écoute empathique. Et voilà, on a 6 ateliers de pratique dans l'année. En semaine 3 et 4, on a les groupes de compagnonnage qui sont proposés. Vous pouvez participer à 1, 2, 3, 4 groupes de compagnonnage, ce qui vous soutient, sachant que rien n'est obligatoire. C'est vraiment vous qui pouvez choisir les temps auxquels vous participez. En semaine 5, on retrouve souvent une session découverte selon ce qui a émergé et vos retours par rapport aux premières semaines. Et en semaine 6, on termine avec un moment d'échange avec toi Thomas pour justement peut-être faire un tour des questions qui ont pu émerger dans ces semaines par rapport au thème spécifique du module. Et chacun des 6 modules porte un grand thème. Le module 1, on démarre avec les bases de la CNV et de l'IFS. Le module 2, c'est apprendre à gérer les tensions et les conflits sans violence. Le module 3, c'est vivre au-delà des peurs. Le module 4, c'est couple, amour, relations et CNV éducation. Le module 5, c'est apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire. Et le module 6, c'est l'approfondissement à la CNV pour terminer. Pour vous donner une idée des prochaines dates, septembre, c'est les inscriptions et c'est les premiers pas dans le parcours. La plateforme est déjà accessible, il y a déjà une 60aine de participants qui sont inscrits pour ce parcours. Donc les premiers pas, vous découvrez voilà, ce qui est déjà sur l'espace, vous pouvez rencontrer les premiers membres. Et puis ensuite, ça démarre, ça se lance début octobre, avec le 7 octobre, une soirée de lancement, avec Thomas, j'y serai également avec l'équipe. Le 11 octobre, on ouvre les premières formations, base de la CNV et de l'IFS. Le 19 octobre, le premier atelier de pratique avec Arnaud. Et ensuite, du 23 octobre au 17 novembre, ce sont les groupes de compagnonnage. 21 novembre, moment d'échange avec Thomas. Et donc ça, c'est le module 1. Et après, on retrouve la même dynamique sur les modules qui suivent. Voilà pour quelques informations concrètes. C'est souvent des questions qu'on reçoit. Comment ça s'inscrit aussi dans l'agenda? Est-ce que je peux y participer? Donc voilà, l'idée est de vous donner un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler. Et pour terminer, la dernière information que nous voulions vous partager, c'est la participation financière. Donc, on retrouve dans la participation financière
l'accès aux formations en ligne, l'accompagnement collectif durant 9 mois et l'accès à la communauté pour évoluer ensemble. Et donc ça, on vous propose une participation en conscience, comme on a l'habitude de le faire. Pour nous, le prix médian de ce parcours-là, c'est 2 590 €. Si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations, vous pouvez retrouver un peu le détail, comment on arrive, nous, à ce prix-là, sur la page de présentation que Laurie vous partagera. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir 2 autres tarifs, un tarif à 2 290 € et un tarif à 2 890 €, ce qui permet à chacun de participer selon aussi ses moyens, là où il en est. Et voilà, on arrive souvent à un bon équilibre avec ça. Donc, on est très heureux de pouvoir proposer un parcours comme celui-ci avec une participation en conscience. Et on est conscient que c'est un vrai investissement, aussi bien financier que en temps que dans le travail, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on respecte beaucoup et dont on essaye de prendre soin le plus possible. Et donc, pour essayer de rendre ça le plus accessible possible, on propose également des paiements jusqu'à 12 fois sans frais. Donc, ça peut donner un parcours qui est accessible à partir de 190 € par mois. Voilà un petit peu pour les informations du parcours. On va donc vous partager cette page-là. Je vois que Laurie vient de l'afficher. Si vous êtes en replay, le lien sera sûrement en dessous de la vidéo. Et puis, on pourra vous renvoyer, au moment de vous renvoyer le replay de cette conférence par mail, on vous glissera également le lien pour la page de présentation du parcours. En tout cas, si c'est quelque chose pour lequel vous avez l'élan, on sera ravis de vous accompagner, de vous retrouver pour cette nouvelle année d'aventure. Et voilà donc la fin de notre soirée. Je ne sais pas, Thomas, si tu voulais rajouter des choses, si tout est OK pour toi. Eh ben, ma gratitude en tout cas à toute l'équipe pour l'organisation de la soirée, mais également de ce parcours qui a fait l'objet de beaucoup de maturation. Et ravi de voir plusieurs commentaires de personnes qui l'ont suivi et qui témoignent de leur reconnaissance pour ça. Ça me touche beaucoup parce qu'on y a mis du cœur et heureux de voir que ça marche bien, si je peux employer cette expression prosaïque, que ça rencontre son objectif. J'ai vu la réflexion d'une personne disant 9 mois, c'est comme pour une naissance. Ben oui, c'est un peu ça. C'est une mise au monde du meilleur de soi. Voilà, ça prend un petit moment. Et mais toujours dans le respect, bien sûr, du rythme de chacun. Donc, bienvenue à celles et ceux qui auraient le goût de s'y rejoindre et ravi d'avoir passé cette soirée avec vous sur ce thème si précieux par les temps qui courent. Donc, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite beaucoup de joie à savourer l'enchantement d'être en vie dans un monde vivant. Merci beaucoup Thomas, je me rejoins à tes remerciements. Un grand merci à vous pour votre confiance, votre participation. Merci aussi à toute l'équipe qui contribue à l'organisation et au bon déroulement de ces soirées. Je pense à Laurie, je pense à Greg, je pense à Océane, à Chloé, peut-être des personnes avec qui vous avez été en lien, en échange par mail ou sur les réseaux. Et un grand merci également à toi Thomas pour ta disponibilité, ta générosité dans ce que tu partages et l'humilité avec laquelle tu le fais. C'est quelque chose que j'apprécie toujours autant et qui me touche beaucoup. Donc, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour partager ces moments avec vous. Merci beaucoup. Avec grande joie. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.